À la une de cette livraison, la toute dernière de la semaine, le temps de l'activité de lundi à vendredi, écho du tribunal criminel spécial, l'affaire ministère public État du Cameroun contre Urbain Olangena Awano. La cause sera de nouveau inscrite au rôle de la juridiction spéciale le 14 juin 2013 prochain. L'ancien ministre de la Santé publique est poursuivi pour détournement et distraction des fonds et surtout non-respect de la procédure de passation des marchés publics du moment où il était aux affaires. Mais dans l'attente de cette audience, c'est l'ancienne ministre de l'Éducation de base qui fera sa toute première apparition depuis son interpellation devant le tribunal criminel spécial. Aman Adama sera devant le TCS le 11 juin 2013 prochain. Campagne nationale de reboisement, le ministre des Forêts et de la Faune a donné le ton de la nouvelle opération pour le compte de l'année 2013 ce 7 juin à Yaoundé. En présence de plusieurs personnalités, Philippe Ngolé Ngwessé a invité chacun à planter un arbre sur le versant de la colline Fébé. Cette action du patron des forêts et de la faune rentre en droite ligne du thème retenu pour cette nouvelle campagne, à savoir planter un arbre, c'est contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Puis, quatrième journée éliminatoire de la Coupe du Monde de 2014 au Brésil, les Lions Indomptables prêts pour l'affiche du dimanche à Lomé. C'est une équipe sirène des Lions Indomptables que l'on a appréciée ce 7 juin 2013 à l'hôtel Montfébé de Yaoundé après la dernière séance d'entraînement en prélude à son envol vers le Togo, où l'attend de pied ferme le 11 national local. Voilà pour le sommaire, les détails à tout de suite. Bonsoir à tous. Ouvrons cette édition par un petit tour vers le Sénat, où l'on n'attend plus que la promulgation de la proposition de loi portant règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement par la présidence de la République. Le document de 21 chapitres répartis en 130 articles qui régissent le fonctionnement et le comportement des locataires du Sénat a reçu déjà l'avis favorable de la Cour suprême qui siège jusque-là comme Conseil constitutionnel. C'est une information sur laquelle nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Cela dit, campagne nationale de reboisement et le ministre des Forêts et de la Faune qui a donné le ton de la nouvelle opération pour le compte de l'année 2013 ce 7 juin à Yaoundé. En présence de plusieurs personnalités, Philippe Ngolé Ngwessé a invité chacun à planter un arbre sur le versant de la colline Fébé. Cette action du patron des Forêts et de la Faune rentre en droite ligne du thème de cette édition de la campagne nationale de reboisement, à savoir planter un arbre, c'est contribuer à la lutte contre le changement climatique. Les objectifs de cette campagne s'en tenir au directeur des forêts, des forêts Bruno Faux sont entre autres accroître et surtout soutenir la production forestière, maintenir la biodiversité, mais surtout intensifier le reboisement en zone de savane humide afin de développer la foresterie urbaine et périurbaine en vue de la valorisation et la consolidation des acquis scientifiques et techniques. L'occasion faisant le larron, des conventions ont été signées avec un certain nombre de collectivités territoriales décentralisées et associations. Aussi, des appuis ont été remis aux délégués régionaux des forêts et de la faune, lesquels sont ainsi appelés à prendre le relais sous l'encadrement des gouverneurs des régions jusqu'au 20 juin 2013 prochain. Après quoi, ils doivent acheminer les premiers rapports du partenariat vers le ministère. Voici donc au sortir de cette cérémonie de lancement de la campagne de reboisement national, une attitude de Philippe Ngolé Ngwessé, le ministre des Forêts et de la Faune, s'exprime au micro de Sadou Mamoudou. Nous voulons aller au-delà de ce résultat et l'améliorer au cours de la campagne 2013. Parce que l'évaluation des campagnes 2010-2011 nous a amené à un constat selon lequel le résultat de l'action menée jusque-là dans le cadre de la campagne de reboisement est assez timide. Nous nous sommes donc fixés pour objectif au cours de 2013 de donner une nouvelle impulsion à cette activité qui, comme vous le savez, participe de la politique du gouvernement. Il faut régénérer la couverture végétale. Là où les prélèvements sont effectués, il faut replanter. Là où nous sommes en zone écologique fragile, il faut préserver les écosystèmes. Donc nous voulons faire en sorte que les résultats que cette opération a enregistrés jusque-là soient bien meilleurs en 2013. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de décentraliser le lancement de la campagne au niveau régional. En santé à présent, Ubi Pharma rentre dans les faits
les premiers fruits du partenariat public-privé dans le domaine de la santé. La firme pharmaceutique vient donc de remettre au ministère camerounais de la santé publique, représenté par André Mamafouda, un don d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Une magnanimité qui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement du gouvernement camerounais dans sa campagne d'accélération et de réduction de la mortalité maternelle et infantile. Les précisions avec Marcel Vandor, Sadou Mamoudou, Divinapi pour le récit. Par ce geste, la structure pharmaceutique vient rallonger la liste des partenaires du Cameroun dans sa bataille contre la mortalité maternelle et néonatale. Le suivi de la mère soit meilleur et qu'elle ait la chance. Vous savez que pendant l'accouchement, il y a beaucoup de mortalité à ce moment. Et les enfants qui naissent, il faut qu'ils soient pris en charge immédiatement. Donc il y a un matériel adéquat qu'il faut au moins avoir pour pouvoir aller un peu plus loin. Cette vision s'inscrit dans le cadre de la volonté gouvernementale de réduire à sa plus simple expression ce mal, lequel est accentué dans les zones reculées du pays où l'accès aux soins de santé appropriés demeure un luxe, confère les plateaux techniques pas très adéquats. Ici, l'urgence d'une campagne est désormais incontournable. C'est une campagne que le Cameroun a lancée pour renforcer ses efforts en matière de réduction de mortalité maternelle et infantile. Donc nous équipons les hôpitaux, nous formons le personnel, nous sensibilisons le grand public pour qu'il puisse venir utiliser ces services. Cependant, pour atteindre les objectifs de l'Union africaine en matière d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et infantile sur le continent, l'accompagnement des partenaires devrait être régulier, dira le ministre de la Santé. André Mamafouda a souligné pour s'en féliciter que ce don sera prioritairement cheminé dans les centres de santé intégrés et hôpitaux de district des zones reculées du territoire. Dans les couloirs de nos juridictions, affaires ministère public État du Cameroun contre Urbain Olangena Awano, le tribunal criminel spécial vient de proroger le délibéré au 14 juin 2013 prochain. L'ancien ministre de la Santé publique est poursuivi pour détournement et discrétion des fonds publics et surtout non-respect de la procédure dans la passation des marchés du moment où il était aux affaires. Compte rendu d'audience, Sadou Mamoudou, Sèche-Tête pour le récit. Tribunal criminel spécial en ce vendredi 7 juin 2013, les concitoyens de la capitale politique ont tenu à assister au très attendu procès de l'ex-ministre de la Santé publique, Urbain Olangena Awano. Les faits qui lui sont reprochés sont entre autres détournement et tentative de détournement des deniers publics, soit 260 millions de francs CFA. Une somme qui, de l'avis de l'accusation, aurait servi au financement d'un certain nombre d'associations et organisations non gouvernementales. Ce financement, fait en violation des procédures de passation des marchés publics, est illustrable par la signature en date du 4 juin 2012 de mandat de dépôt à l'égard du prévenu. Au bout de 3 mois de débat, la cause avait été mise en délibéré par la collégialité conduite par le président Moukouri, assisté des juges Elundou et Sali. Pour des mobiles dont seule cette instance juridictionnelle maîtrise les contours, le délibéré a été prorogé d'une semaine, soit le 14 juin prochain. Un report, somme toute ahurissant, laisse entendre la partie incriminée, représentée par Maître Mong et Maître Joseph Nyabia. Surprise pour surprise, le babillard du tribunal criminel spécial, comme un coup de tonnerre, laisse percevoir la toute première comparution de l'ancien ministre de l'Éducation de base, Haman Adama. L'audition est prévue pour le mardi 11 juin prochain. Enseignement supérieur, la promotion 2012 de l'École nationale des travaux publics annexe de Boya est sur le terrain. Ces étudiants ont donc pris leur parchemin de fin de formation au cours d'une cérémonie très courue présidée par le secrétaire d'État aux travaux publics. Hans Nietam a donc invité ces derniers à être des créateurs et non des chercheurs d'emploi. Les détails, Dixon Jockey, Donada Nouzoa. Il n'y avait pas mieux que cet appel pour conforter ces étudiants sur les défis qui les interpellent au lendemain de leur formation, sanctionnés ici par la remise des prix. Pour Hans Nietam, ils ne devront point dormir sur leur laurier, vu la conjoncture ambiante. En réalité, au jour d'aujourd'hui, plus de 80% sont recrutés. Mais en réalité, nous avons un problème, c'est que ces jeunes personnes veulent souvent continuer plutôt leurs études pour avoir la licence. Ce qui fait que ce niveau d'encadrement manque dans notre chaîne de production. Mais
ils ont vraiment un avenir qui est en rose. Pour ces 290 étudiants de la promotion 2012, ce 6 juin 2013 restera un grand jour. Un point de départ qui va impliquer engagement et détermination pour une nouvelle vie. Leur performance, très appréciée, constituant des atouts. Au-delà, le secrétaire d'État a annoncé qu'une somme de 213 millions de francs CFA est déjà disponible dans le budget d'investissement public 2013 pour la construction et la réhabilitation de certains bâtiments de l'École nationale supérieure des travaux publics, annexe de Boya, qui ne brille pas de mine. L'École nationale supérieure des travaux publics, annexe de Boya, forme les étudiants en génie civil et autres. Aménagement de la voirie urbaine de Douala, les travaux ont véritablement débuté sur l'axe de Kotignala, comme initialement annoncé il y a quelques jours par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, le Dr Fiston Toné. L'entreprise chinoise ici en pied d'œuvre a donc utilisé des méthodes très fortes pour travailler aisément sans être perturbé par les usagers. Malgré bien que saluer donc, les usagers ne manquent pas ici de décrier un manque à gagner le temps des travaux. Éric Tiché Benoît Dogmo nous en dit plus. Attention, travaux, route barrée au niveau des rails. Ces mentions interpellatrices sont portées sur des plaques érigées au carrefour de Koti, où les travaux de curage de caniveau ont débuté. Il s'agit ici des travaux d'aménagement du tronçon de Koti-Niala. Au niveau du passage à niveau de Niala, les travaux ont effectivement débuté avec le décapage de la couche de base. Pour travailler aisément sur le terrain, l'entreprise en action a opté à circonscrire la circulation. Et du coup, les mototaximens ont créé une voie de fortune pas toujours pratique et surtout dangereuse à l'arrivée du train. Bien que saluée par nombre de populations, ces travaux créent un manque à gagner à certains commerçants situés dans les zones interdites de circulation. Au moment où tout est bloqué, le marché n'y a pas, même les bascules, nous n'allons pas s'en sortir, on s'en sort pas, c'est dur. Il n'y a plus personne pour acheter quelque chose quoi. Sur le terrain, des éléments de la police assurent le respect des zones interdites, les motos ayant vite fait de trouver des voies de contournement, pendant que les cargos et autres taxis déposent désormais les passagers derrière la motte de terre. Les populations sont désormais obligées d'effectuer la traversée à pied avant d'emprunter un autre véhicule de l'autre côté. Il est important de noter que ces travaux vont se dérouler selon un chronogramme bien défini. Relance agricole, la coopérative des producteurs de maïs de Mengon met le cap sur la relance et la transformation agricole. Elle vient donc de lancer une campagne de la culture du maïs à grande échelle. Et au cours de la cérémonie présidée par le gouverneur de la région du Sud, Jules Marcelin Diaga, les organisations paysannes exerçant dans les filières ont été sensibilisées et les forces vives interpellées à soutenir cette initiative de développement. Les détails, lui, de Gonzanga à Kanjbanda, Apollinaire Zubenbon. La coopérative des producteurs de maïs de Mengon compte parmi les plateformes paysannes qui soutiennent le développement du dit arrondissement. Avec la mise en route du projet de la culture du maïs à grande échelle, cette structure entend consolider sa renommée de grande productrice de cette denrée agricole. Elle se propose également de s'ériger en pôle semi-industriel de transformation de ce produit vivrier. Une activité qui va accroître les revenus des membres en contribuant à l'amélioration de leurs conditions de vie, sans oublier la création des emplois qui demeurent l'un des défis majeurs de la société camerounaise d'aujourd'hui. Agronomiquement, le maïs est une culture qui fait 30 jours. Ça veut dire que c'est l'une des rares cultures que nous pouvons développer en plusieurs cycles dans l'année. C'est l'une des rares cultures que nous pouvons donc rapidement savoir si nous sommes sur la bonne voie ou bien si nous devons changer de cap. Il reste cependant vrai que cette vaste ambition ne pourrait se réaliser que si toutes les énergies de la localité et même d'ailleurs se mettent en synergie. Je souhaite que les producteurs de l'arrondissement s'approprient ce projet et qu'ils se mettent véritablement au travail. Et pour qu'ils se mettent véritablement au travail, il faut que les techniciens de l'agriculture les accompagnent pour que le rendement soit effectif. Un appel entendu très vite car sur place, une somme de 80 000 francs CFA a été cotisée pour les besoins de la cause. Cette initiative qui va en droite ligne de la politique gouvernementale et des OMD a été bien accueillie par le gouverneur Jules Marcelin Diaga qui a rassuré la promotrice de toutes les attentions des pouvoirs publics. Actualiser la stratégie sectorielle de développement social de 2004,
Les populations de l'Est prennent une part active donc au diagnostic. La télé relative vient de s'achever à Bertois sous la houlette du gouverneur de la région de l'Est, Samuel Ivaha Dibois. Il a été question de prendre les aspirations des acteurs des secteurs informels et formels de cette localité afin de permettre au gouvernement camerounais de mener des actions précises et concises dans l'optique d'améliorer considérablement les conditions de vie des populations sur le terrain. Des précisions avec Enes Tateba, Roméo Tignan, Divine Appui pour le récit. La consultation participative qui vient d'être organisée par le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire à Bertois aura permis aux handicapés Bayam Selam, mototaximens, callboxeurs et fonctionnaires de présenter les difficultés auxquelles ils font face dans leur secteur d'activité pour sortir de l'impasse et améliorer leurs conditions de vie. C'était d'abord la formation, puisque même si l'État au jour d'aujourd'hui apporterait des soutiens par rapport au financement des AGR, ces personnes ne seront pas capables de bien les gérer jusqu'à ce que, je peux dire quoi, faire en sorte que ces projets soient à long terme. C'est un peu difficile puisque ces personnes que nous sommes n'avons pas de capacités, nous n'avons pas reçu des formations par rapport à la gestion des activités génératrices de revenus. Qu'on puisse même procéder à une identification. Ce n'est pas seulement dans le secteur artisanal, mais dans presque tous les secteurs, parce que quand on parle, on est ici pour le problème de la vulnérabilité des personnes, qu'on puisse identifier les personnes qui sont vulnérables dans notre secteur et leur accorder, je pense, un regard particulier en tant que tel, et les informer et les impliquer. Cette rencontre qui s'inscrit dans la première phase du processus d'actualisation de la stratégie sectorielle de développement social, vieille de 9 ans, vise à recueillir les aspirations des populations, mais en outre de faire le diagnostic des actions engagées par l'État, celles qui ont été réalisées et celles qui sont en cours de l'être. Ce groupe de travail doit commencer par actualiser l'état de lieu et faire le diagnostic des actions que l'État avait entreprises dans le secteur social. Après avoir travaillé au niveau central, il était donc question d'aller au niveau déconcentré, surtout vers les populations bénéficiaires ou cibles, pour s'enquérir de leur point de vue en matière de développement des services sociaux. Après la restitution des travaux en commission, les participants sont rentrés satisfaits et espèrent que les doléances émises dans le cadre de cet atelier connaîtront des solutions dans un futur proche. Lutte contre le chômage en milieu rural et urbain, le PIACI poursuit sa politique d'appui financier aux jeunes et aux associations pour la réalisation des microprojets. Une somme de 30 millions de francs CFA a été remise aux 3 communes de Garoua 1er, 2e et 3e ce 7 juin 2013. C'était au cours d'une cérémonie qu'a présidée dans la salle des réunions de la communauté urbaine de Garoua. Fidel Tegny, c'est le secrétaire général des services du gouverneur de la région du Nord. Cette cérémonie a d'ailleurs débouché sur la signature des contrats avec des communes concernées. Giscard Bonnier et Donald Anouzoa pour les détails. Les maires des communes de Garoua 1er, 2e et 3e qui signent les contrats avec le PIACI, représenté par son coordonnateur Claude Melonnet, pose ainsi un acte qui restera certainement le plus fort de cette cérémonie de remise de financement à leurs municipalités respectives. Ils caressent tous le même vœu, combattre avec la dernière énergie le chômage en milieu jeune. Évoquant les raisons qui motivent le PIACI à poursuivre le combat, malgré la réticence remarquée ces dernières années avec les bénéficiaires dans le paiement, Claude Melonnet a retracé les objectifs que poursuit sa structure. Les bénéficiaires ont eu du mal à cacher leur fierté face à cette offre. Aussi, les orateurs du jour, dont le secrétaire général des services du gouverneur du Nord, qui présidait cette cérémonie, a interpellé les maires sur leurs responsabilités en vue de la gestion qualitative et efficiente de cet argent. Car avec 10 millions pour chacune des 3 communes, la course pour contrer le chômage est définitivement lancée et les résultats tout simplement attendus. Je suis optimiste d'emblée parce que je sais que les maires qui vont présider ces comités de crédit au niveau local, eh bien, le feront avec beaucoup de sérieux et attribueront ces crédits à des jeunes méritants dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'artisanat et du petit commerce, qui sont les secteurs les plus porteurs en ce moment.
Le Piazzi dans cette démarche citoyenne à l'aval du gouvernement, d'où le quitus du changement de la stratégie qui a été fait. Il reste maintenant que les bénéficiaires capitalisent cet argent pour qu'au sein de ces 3 communes, l'on remarque un véritable accroissement du niveau de vie. À l'étranger, disparition, décès de l'ancien Premier ministre socialiste Pierre Mauroy. Il était âgé de 84 ans. Syrie, après ses succès, le régime a désormais à l'assaut de Homs et Alep. 2 reporters français sur le terrain de guerre sont portés disparus. Pendant ce temps, en Turquie, au 8e jour de contestation, le Premier ministre Erdogan esquisse enfin un geste d'apaisement envers les manifestants. L'AFP résume l'essentiel de l'actualité internationale. Un géant, une figure historique de la gauche, un homme aimé, grand serviteur de la France. Les hommages politiques pleuvent après la disparition de Pierre Mauroy à l'âge de 84 ans. Ancien maire de Lille, premier chef d'un gouvernement socialiste sous la Ve République, il avait mis en œuvre d'ambitieuses réformes telles que la retraite à 60 ans ou l'abolition de la peine de mort. Un hommage lui sera rendu aux Invalides en début de semaine prochaine. Homs et Alep dans le viseur. Après ses succès face aux rebelles à Kousseir et sur le plateau du Golan, l'armée syrienne prévoit de nouveaux assauts dans ces 2 villes, bastions de la rébellion. La radio Europe 1 est toujours sans nouvelles de 2 de ses journalistes qui faisaient route vers Alep. Paris n'exclut pas la thèse de l'enlèvement. 8e jour de contestation en Turquie et la place Taksim ne désemplit pas à Istanbul. Des milliers de manifestants s'y retrouvent nuit et jour pour demander la démission de Recep Tayyip Erdogan et dénoncer le manque de démocratie. Condamnant toujours les manifestations et la violence, le Premier ministre s'est montré plus conciliant aujourd'hui, se disant ouvert aux exigences démocratiques. Le policier épargné. Dans le procès de l'accident de Villiers-le-Bel, le parquet ne requiert pas de peine contre celui qui conduisait le véhicule au moment de la collision avec les jeunes à moto. Il condamne le comportement routier aberrant des 2 adolescents décédés à l'âge de 15 et 16 ans. En 2007, ce drame avait provoqué de violentes émeutes. Le jugement a été mis en délibéré au 13 septembre. Le musée du Quai Branly rend hommage à l'art aborigène avec une œuvre géante installée sur son toit. Imaginée par l'artiste australienne Lena Nyadbi, ces grosses écailles de poisson inspirées de celles du barramundi originaire du nord de l'Australie ne sont visibles que depuis la Tour Eiffel. De quoi ravir les 7 millions de visiteurs qui montent tous les ans sur l'emblématique monument parisien. En sport, 4e journée éliminatoire de la Coupe du Monde du Brésil 2014. Les Lions indomptables prêts pour l'affiche du dimanche à Lomé. C'est une équipe sirène du Cameroun que l'on a appréciée ce 7 juin 2013 à l'hôtel Montphébé, son lieu de résidence, après la dernière séance d'entraînement en prélude à son envol et pour le Togo où l'attend de pied ferme le 11 national de ce pays. Aucune communication n'était permise et circonstances obligent, mais des indiscrétions laissent entendre que le nouveau sélectionneur Volker Finke, dont le contrat vient d'être officialisé pour 2 ans, a pu jauger sa troupe. Mieux, la rencontre du dimanche 9 juin 2013 promet donc des étincelles avant la confrontation du 16 juin prochain contre la République démocratique du Congo à Kinshasa. Et c'est le lieu d'ailleurs de relever que le Cameroun chute encore au classement FIFA du mois en cours. Les Lions indomptables désormais à la 65e place mondiale, soit 3 places de perdu dans le classement mondial de la FIFA de ce mois de juin. Le Togo passe ainsi de la 63e à la 64e place, un classement qui hisse la Côte d'Ivoire de Didier Drogba au firmament en Afrique, talonné de près par le Mali et le Ghana 3e. Processus de professionnalisation des clubs d'élite One au Cameroun, l'Union sportive de Douala tient la dragée haute. Le club aux millions de supporters annonce SAMU, société anonyme à objet sportif dans les tout prochains jours. Par ailleurs, une nouvelle carte d'identification des supporters du club a été présentée aux hommes des médias de la capitale économique. C'était ce 7 juin 2013 au cours d'une conférence de presse que présidait Franck Api. Il est le président du conseil d'administration de cette équipe, le Nassara Kamakai. Les détails avec Apollinaire Zoubembon et Josué Ngongan. Au cours des échanges avec les hommes des médias, les dirigeants du club ont dit s'engager sur une voie de non-retour. Malgré les résultats peu convaincants sur le terrain cette saison, le club aux millions de supporters entend mener des actions allant dans le sens du professionnalisme. Ainsi, lors de son assemblée générale prévue le 16 juin prochain à Douala, le projet sur la mutation du club en société anonyme à objet sportif sera validé. Franck Api, le président du conseil d'administration, l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse donnée ce jour à Douala. Outre cette mutation, l'administration des Nassara Gamakai veut également impliquer ses nombreux supporters dans la gestion des affaires courantes du club. À cet effet, tous les membres sympathisants doivent désormais se munir de la Nassara Carte présentée aux hommes des médias ce 7 juin.
Celle-ci leur donnera accès à toutes les réunions du club et même aux assemblées générales électives. À travers cette carte, l'Union sportive de Douala veut ainsi se hisser au standard des grands clubs européens, à l'instar du FC Barcelone et du Real de Madrid. La dite carte sera exigible dès le 16 juin prochain lors de l'assemblée générale du club. En attendant, les Nassara Gamakai affrontent New Star de Douala dimanche prochain pour le compte de la 13e et dernière journée de la phase aller du championnat national de l'Étoile. Fin de ce journal, l'information est en continu sur Camus 24. Bonsoir.